Intervention donc, de Apolline et Eliou, donc on a quelques petits mots à dire, donc Mme Michel d'abord, moi-même, donc, et après vous aurez donc le droit à la finale de ce concours-là. Voilà. Alors bonjour à toutes et à tous, ça fait bizarre de voir l'amphi aussi plein. Moi juste quelques mots pour tout d'abord remercier chaleureusement Ilia Bellaskri de sa présence. Quelques mots aussi pour le présenter. Certains d'entre vous ont eu la chance de le rencontrer dans le cadre d'une rencontre de Plume d'Afrique en novembre dernier. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, quelques mots. Ilia Bellaskri est né à Oran, il est journaliste, essayiste, poète, romancier. Si vous êtes intéressé par sa littérature, qui mêle à la fois comment on pourrait dire ça, du réalisme, mais un réalisme parfois magique, teinté de poésie et toujours très lyrique. Si vous êtes intéressé, il y a quelques-unes de ses œuvres, aussi bien des chroniques publiées dans des journaux, donc vraiment en tant que journaliste, éclaireur aussi de l'actualité, et puis des recueils plus poétiques, des œuvres aussi marquées par des mots et un style qui lui sont propres et que personnellement j'aime beaucoup et je sais que d'autres partagent aussi. Voilà, je ne vais pas retenir plus longtemps votre attention et puis je vous souhaite une bonne finale. Bravo déjà aux deux finalistes et je laisse la parole à Monsieur Breteau. Merci. Alors, donc on va commencer. Donc, mesdames, messieurs, chers élèves, chers parents, messieurs les membres du jury, monsieur le président du jury, monsieur Bellaskri, monsieur le chef d'établissement coordinateur de l'ensemble scolaire Saint-Gatien-la-Salle, membres de l'équipe éducative, bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue pour la finale du deuxième concours d'éloquence du lycée Saint-Gatien-la-Salle. Le thème de cette année est une question d'actualité. La maîtrise de la parole est-elle une arme de domination? Dans quelques minutes, deux élèves vont tenter de nous le prouver, ou non. Lilou, Apolline, deux finalistes, deux discours et 10 minutes maximum chacune. Moi, pour ce discours d'introduction, je n'ai heureusement pas de limite de temps. Mais rassurez-vous, je sais que la maîtrise de la parole, c'est aussi de savoir s'arrêter. Cette année, 25 élèves de la seconde à la terminale ont participé au concours. 25 élèves qui ont accepté d'être à ma place. Et je peux vous dire une chose, prendre la parole dans un amphithéâtre, ce n'est pas naturel. Alors je voudrais vraiment féliciter tous les participants, parce que pour faire ça, il faut du courage, de l'audace et du travail. On peut les applaudir. Évidemment, un discours sans public, ça ne sert à rien. Alors merci aux élèves présents d'avoir séché, d'avoir sacrifié leur cours pour assister à cette finale. Mais merci aux professeurs présents cet après-midi qui ont abandonné leurs élèves pour assister à cette finale aussi. Et bien sûr, un immense merci à la vie scolaire qui a fermé les yeux sur ces différentes situations. Avant de présenter notre jury final, je voudrais remercier tous les adultes qui ont participé au jury des qualifications. Car pendant que certains mangeaient et parolaient tranquillement à la cantine, d'autres écoutaient les discours de nos jeunes. Passons maintenant à notre jury final. Un jury placé sous le signe de l'excellence, avec M. Bellaskri, président du jury, véritable maître de la parole dans différentes langues. À ses côtés, M. Lemeguerès, directeur de la vie scolaire, M. Souris, chef d'établissement coordinateur de l'ensemble scolaire.
et Héloïse, troisième de son concours. Je voudrais également remercier les organisateurs du concours, la vie scolaire du lycée général et technologique. Ça peut être facile. Lilou et Pauline, c'est compliqué. Voilà. Je n'ai pas aidé. Je reprends. Donc, je voudrais également, attendez pour les remercier, remercier les organisateurs de ce concours, la vie scolaire du lycée général et technologique, car il faut dire, ce sont eux qui ont eu l'idée de torturer les élèves avec des thèmes parfois très compliqués. Merci donc à Claire, Corentin, Jeanne et René qui doit être à l'accueil, je pense, avec qui on pense très fort. Mais mon côté technicien, pragmatique et bricoleur m'oblige à évoquer un autre élément essentiel pour faire démarrer, vivre et fonctionner un concours comme celui-ci. L'énergie. Je ne parle pas de l'éclairage, ni du micro. Je parle de ce qu'on appelle notre centrale de production d'énergie du lycée Saint-Gatien. Cette centrale de production d'énergie est solaire, est partiellement fabriquée et a été consolidée en Afrique, M. Belastri. En langage éducation nationale, cela s'appelle la CPE du lycée Saint-Gatien, la SAP. Un immense merci donc à Lucille Ayasman-Amio pour l'organisation de ce concours. Et c'était à ce moment-là qu'il fallait vous dire. Bravo. Elle a ainsi réussi à transformer l'énergie en synergie. Et je peux vous dire que le modèle chinois que je viens de me procurer n'est pas prêt de te remplacer. En tant que membre de l'équipe éducative, je suis fier de ce concours, les différents projets menés au lycée, pour qu'ils reflètent parfaitement ce qu'est Saint-Gatien à Sales. Une aventure, de la culture et surtout le plaisir de partager. Alors je vous le dis, faites-le savoir autour de vous. Et maintenant, revenons à notre question. La maîtrise de la parole est-elle une arme de domination? Peut-être. Parce qu'une bonne parole peut faire rire, faire réfléchir, convaincre. Ou même parfois changer la vie un jour. Et c'est exactement ce que vont tenter de faire nos deux finalistes, Lilou et Apolline. Vous pouvez être fiers du chemin parcouru, parce que arriver ici demande encore une fois, je le redis, du courage, de l'audace et beaucoup de travail. Alors je vous souhaite à tous une très belle finale. Ouvrez grand les yeux, ouvrez grand les oreilles et souvenez-nous d'une chose. Les mots peuvent être des armes et dans quelques instants, ils seront surtout là pour vous épater. Lilou, Apolline, l'amphithéâtre est à vous.
de la salle d'un gris. La parole est douce, agréable, polie. Elle se glisse entre les oreilles telle une mélodie. C'est quelques jeux de mots, un échange banal, des sons dans l'air. La parole est simplement ordinaire. On parle tous les jours, sans y penser. On explique, on raconte, on donne son avis. La parole paraît simple, accessible, presque anodine. Après tout, ce ne sont que des mots. Et puisque nous parlons tous, nous devons sûrement tous être égaux face à eux. Quelle adorable naïveté! Vous croyez réellement que nous sommes tous égaux face aux mots? Que chacun a la même force, la même maîtrise? Détrompez-vous. La parole n'est pas qu'un souffle, ce n'est pas qu'un son, ce n'est pas qu'un droit. C'est une technique, un apprentissage, un pouvoir. Et le pouvoir n'est jamais distribué équitablement. Et ça commence bien plus tôt qu'on ne le croit, dans notre propre foyer. Eh bien oui, on ne naît pas maître des mots, on hérite d'un vocabulaire, d'un accent, d'un rapport au silence. Certains grandissent dans des maisons où l'on débat à table, où l'on corrige les phrases, on apprend à argumenter avant même de savoir écrire. D'autres grandissent dans le bruit, ou dans le silence, ou dans la peur de mal dire. Et le jour où il faut parler en public, ce n'est pas seulement une voix qui s'élève, c'est toute une éducation qui se lève avec elle. La maîtrise de la parole n'est pas toujours un talent. Certains arrivent armés, certains arrivent nus. C'est souvent un privilège invisible, un privilège qui n'est jamais sans conséquence. Observez par vous-même. Dans chaque groupe, chaque salle, chaque discussion, certains imposent leur rythme. Ils captent l'attention, ils balancent des dingueries, ils reformulent vos idées pour les faire siennes. Ils savent haranguer, ils concluent. Et autour d'eux, les autres gravitent. Ils se taisent, ils raccourcissent leurs phrases. Ils attendent le bon moment, ils subissent. Et croyez-moi, personne n'est épargné par cette domination. Vous non plus, cher public. Regardez par vous-même. Qui parle en ce moment et qui écoute? Eh bien oui, il ne suffit pas de chercher bien loin. Dans un simple concours d'éloquence, la maîtrise de la parole est déjà une arme de domination. Regardez-vous. Vous êtes en train de me suivre. Vous acceptez mes silences. Vous attendez mes mots. Vous avancez au rythme que j'impose. Je choisis une image et vous la voyez. Je prononce un mot et il s'installe dans votre esprit. Et vous appelez cela écouter. Mais écouter, parfois, c'est déjà céder. Alors, si quelques phrases suffisent à orienter votre regard, à guider votre pensée, à suspendre votre jugement, alors imaginez ce que peuvent faire ceux qui maîtrisent parfaitement cet art. Car cette domination ne s'arrête pas à ces murs, elle va au-delà. On la retrouve aux quatre coins du monde, que ce soit à Paris, New York ou encore au Oran. Partout elle s'incarne, partout elle domine. Regardez autour de vous, mais surtout, regardez au-dessus de vous. Pendant que vous parlez pour exister, d'autres parlent pour diriger. Les présidents, les directeurs, les patrons. Croyez-vous vraiment que ce soit un hasard? On ne devient pas chef en murmurant, on ne devient pas dirigeant en hésitant, on ne prend pas la tête d'un pays en bafouillant. On y arrive parce qu'on sait parler, parce qu'on sait convaincre, parce qu'on sait rassurer, parce qu'on sait imposer. La maîtrise de la parole ouvre des portes, et ceux qui ne la maîtrisent pas restent devant. Ce n'est pas que les autres sont moins intelligents, c'est qu'ils sont moins audibles. Alors certains donnent les ordres, d'autres les écoutent, certains signent, d'autres exécutent. Et si la parole n'est qu'un simple outil, le monde ne serait pas organisé ainsi. Mais il l'est. Et tant que la voix fera loi, celui qui a raison mais bafouillera deviendra un bruton qu'on tolère poliment, une ménade répétant des mots qu'on n'a jamais choisis. Alors que celui qui parlera avec assurance, tel Jean-Baptiste de La Salle le faisait pour former ses maîtres, deviendra un orateur sans égal. Vous savez, la parole ne récompense pas les idées. Elle récompense ceux qui savent les placer, les façonner, les vendre. Et quand vous essayez, hésitant, maladroit, chaque mot mal choisi devient une preuve que vous n'étiez pas fait pour être pris au sérieux. Vous trouvez ça injuste? Peut-être. Mais le monde fonctionne ainsi. Il est construit sur des règles invisibles. Des lignes que personne ne voit mais que tout le monde suit. Je ne chercherai pas à cacher la réalité derrière de jolis mots. Je ne vous offrirai pas de mensonges confortables. Je ne suis pas là pour enjoliver ce qui est brut, froid, cruel. Alors détournez le regard si vous voulez. Mais moi je ne peux pas. Quand je vois juste devant mes yeux l'inégalité et la souffrance faire rage.
Quand je vois un monde avec des voix qui imposent, des voix qu'on dépose, des phrases qui tranchent, des phrases qui flanchent, des regards qui dominent, des regards qui s'inclinent, des choix imposés, des choix effacés, des présences qui pèsent, des présences qui disparaissent. Et malgré tout ça, certains osent encore dire que la maîtrise de la parole n'est pas une arme de domination. Contre alors que des gens souffrent, réellement, silencieusement. Excusez ma violence, je ménage mes mots, je ne voudrais pas blesser votre sensibilité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un sujet de dissertation. Que j'engage, ce sont des vies qu'on a pliées. Prenez Rodney King, battu, filmé, humilié. 3 policiers frappent un homme sous les caméras, devant tout le monde. Et pourtant, incapable d'apposer son récit, ses mots sont étouffés par le jargon juridique, par les discours des avocats, par les phrases froides du tribunal. Sa souffrance existe. Elle est réelle, mais elle ne pèse rien face à une parole plus structurée, plus autoritaire, plus écoutée que la sienne. Et là encore, la vérité ne suffit pas. La maîtrise des mots décide de qui domine, qui est cru et qui est oublié. Prenez Kalief Browder, il a 16 ans. On l'accuse d'avoir volé un sac à dos. Il dit qu'il est innocent, mais il ne sait pas se défendre avec les mots. Il ne connaît pas ce langage, il ne sait pas plaider, argumenter, se faire entendre. En face, il y a des juges, des procureurs, des procédures, une langue qu'il ne parle pas. Résultat, 3 ans de prison, sans procès, sans répit. Parce que dans ce monde-là, ne pas maîtriser la parole, c'est déjà perdre. Et pour Kalief Browder, la vérité est encore plus cruelle. Il était innocent. Et puis, il y a ceux dont on ne connaît même pas les noms. L'ouvrier, qui perd son emploi parce qu'il ne sait pas se défendre en entretien. La mère étrangère qui ne maîtrise pas la langue et qu'on n'écoute jamais à l'école de son enfant. L'adolescent qui sait ce qu'il vaut, mais ne sait pas le dire. Il ne manque pas d'intelligence. Il ne manque pas d'idées. Il manque de mots. Et dans un monde où la parole décide, ne pas savoir parler, c'est se voir fermer des portes sans même comprendre pourquoi. Alors non, la maîtrise de la parole n'est pas neutre. Elle ne fait pas qu'exprimer. Elle trie, elle hiérarchise, elle domine. Et affirmer être contre, c'est accepter que certains soient condamnés à se taire, pendant que d'autres décident à leur place. Vous voyez, ce fil invisible, la domination silencieuse qui traverse chaque mot, chaque silence, chaque phrase qu'on n'a pas su placer. Vous avez senti la peur, la frustration, l'injustice. Mais maintenant, imaginez cette même arme, utilisée autrement. La même maîtrise, la même précision, le même pouvoir, mais pour élever, pour inspirer, pour libérer. Parce que la parole n'est jamais neutre, elle peut écraser, oui, elle peut étouffer, elle peut faire souffrir, mais quand elle est maîtrisée, quand elle est utilisée avec courage et clairvoyance, elle devient force. Une force qui change des vies, qui mobilise des nations, qui transforme le monde. Regardez Nelson Mandela, emprisonné 27 ans, le corps enfermé, mais la parole libre. Chaque mot qu'il prononce, chaque lettre qu'il écrit, prépare une révolution. Il parle pour ceux qu'on réduit au silence, par la peur et la loi. Son langage inspire, soulève, rassemble. Le peuple écoute, la nation tremble. Parce qu'il a maîtrisé la parole, il transforme l'oppression en liberté. Prenez Maya Angelou, poète, écrivaine, activiste. Elle parle de ceux qu'on méprise, de ceux qu'on ignore, de ceux qu'on réduit au silence par la couleur de leur peau. Ses mots frappent, éveillent, bouleversent. Ses poèmes deviennent des cris, entendus par des millions. Parce qu'elle maîtrise la parole, elle donne des ailes à ceux qui n'en ont jamais eu. Vous l'avez vu, la parole peut écraser et libérer, mais qu'elle détruise ou qu'elle élève, la parole maîtrisée impose toujours son rythme. Elle ne demande pas la permission, elle s'impose. Et s'imposer, c'est dominer. Alors, écoutez-moi. Maîtrisez la parole. Le monde ne s'arrêtera pas pour vous. Il continue, il avance, il impose ses lois, il broie ceux qui hésitent, il écrase ceux qui bafouillent, il décide pour vous. Et vous n'y pouvez rien. Vous croyez que vos idées comptent? Vous croyez que vos mots pèsent? Vous pensez que quelqu'un vous attend? Rien. Rien ne vous attend. Rien ne vous arrête. Chaque silence que vous gardez, chaque mot que vous laissez partir, chaque fois que vous vous taisez, le monde s'éloigne, le monde avance. Et vous, vous êtes laissé derrière. Alors hurlez ou soyez entendus. Parlez, frappez avec vos mots, imposez votre voix. Parce que sinon, le monde ne s'arrêtera pas pour vous. Jamais. Alors n'oubliez pas, ceux qui ont la parole réussissent, ceux qui ne l'ont pas périssent. Merci à tous.
La parole est-elle une arme de domination? Je suis contre, et je devais placer les mots Oran, Dinguerie, Ménate, Jean-Baptiste de la Salle et Haranguer. Haranguer, exactement. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers membres du jury. En venant ici, j'ai aperçu quelques enfants, faisant un tintamarre tellement tapageur que je m'empressais de me cacher, tapis sous l'ombre d'un arbre, observant une drôle de scène qui m'avait pour ainsi dire tapé dans l'œil. Ils étaient trois, et s'efformaient de déterminer qui de leur trio serait le chef, l'unique chef de la bande. L'un d'eux s'avança et se mit à prendre toutes les figurines disposées çà et là, faites de plastiques et de bois, et les lança le plus loin qu'il put. Plus de petits chevaliers. Alors le deuxième, furieux, se mit à crier le plus longtemps et le plus fort qu'il put. Le troisième, désabusé de ses camarades, se tut et attendit la fin de la tempête. Avant d'affirmer, et je tendis l'oreille pour écouter ce qui allait par la suite m'interloquer, le roi, c'est moi. Les deux autres se turent. Et moi-même, tant fus-je frappée du poids que portaient ces 4 petits mots, je fuis sans dire le moindre mot. Si parfois les mots du cœur et du corps m'émeuvent, un mal plus mouvant me fit me murer dans le silence. Je repensais à la dinguerie à laquelle je venais d'assister, et je ne pus m'empêcher de penser que seulement 4 mots avaient décidé du leader suprême de ce groupe d'enfants. Il fallut une affirmation impitoyable pour dominer les autres, qu'une telle maîtrise de l'art oratoire suffit à faire taire et à asseoir son autorité. Je me mets alors à penser. Je pense encore, je retourne la question dans tous les sens, et puis plus rien ne fait sens. Enfin, nous n'apprenons tout de même pas à parler pour dominer. C'est plus profond, plus sincère, moins cruel. La parole apprend, défend, se défait de l'ignorance, d'où l'odeur rance de l'hypocrisie et des ronces qui entravent la délivrance. Tenez par exemple, qui ici serait dans la capacité de venir et de me dire en face que la parole ne lui a rien appris? S'il est certain, Jean-Baptiste de la Salle n'avait pas insisté et prôné la connaissance, tous ceux que je vois dans cette pièce, moi comprise, auraient une bien traître descendance. Incapable de former le moindre mot, voilà qui me paraît compliqué pour s'exprimer. Et surtout, participer à ce concours qui nécessite de parler. D'autres ont réussi avec un trait d'ironie. Jean-Baptiste Poquelin, qui se moquait de la société avec un humour fin, ou encore Jean de La Fontaine, qui, à l'aide de fables et d'histoires, nous apprend aujourd'hui encore des morales qui restent en mémoire. Grâce à lui, si l'envie vous vient d'aborder un corbeau sur son arbre perché, peut-être que vous aurez la chance d'avoir son goûter. Mais surtout, vous apprendrez que tout flappeur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Si je ne vais pas à vos dépens, d'autres professeurs, ces maîtres en la matière, vivent à ceux de leur rhétorique, qu'ils utilisent à des fins plus authentiques, presque utopiques, bien poétiques. Et je vous vois dans la salle, poète qui peut-être s'ignore, mais pas pour autant disparu, carpe diem, car la parole inspire et émancipe. La parole, sous couvert de jolis vers, renverse l'ignorance, les complots, la dissonance commise par ceux qui ne prennent pas la peine de parler, de bien parler. Qui, sans la parole, viendrait me faire comprendre qu'il n'est pas d'accord? Qui, sans esprit, viendrait me faire comprendre que mes propos étaient mal compris? Qui, sans voix, serait capable de contredire les interdits? Et qui, sans la capacité de parler, aurait la volonté d'oser? Cela pourrait être n'importe quoi. Oser se moquer, oser raconter, oser aimer. Mais si la parole était en effet une arme, mais une arme de séduction. Attention, pas une arme comme on pourrait l'entendre. C'est vrai,
La seule armure que je porte devant vous aujourd'hui, c'est mon courage. Non, je pensais plutôt à une arme utilisée par les plus pro-chevaliers, combattants et chevronnés amants. Une arme pour ceux partant à la conquête non pas d'un continent, mais plutôt nécessitant un courage sans incontinence. Sinon, cela devient gênant. La conquête du cœur. Ainsi, pour ne pas haranguer son ou sa bien-aimée, il faut enjoliver et bien tourner. L'éloquence et la rhétorique deviendraient épée et bouclier face au dragon que l'on souhaite apprivoiser, la personne aimée. Sérieusement, c'est comme ça que vous appelez votre moitié, un dragon? Enfin, la maîtrise de la parole est tout de même tout autre. Elle ne saurait se contenter d'une chose si simple et si risible que la domination, celle qui au final n'a du sens que le nom. Pourquoi ce qui nous caractérise, ce qui nous est intrinsèque en tant qu'être humain, devrait servir à asservir, sans assouplir quelconque loi et documentation, et dont seulement m'assoupir me sauverait de leurs interdictions? Pourquoi ce qui nous sert à dire « je t'aime » devrait servir à tant de haine? C'est quelque chose de sensible, de sensé, difficile à composer. Alors on parle d'amour, et l'on en parle comme on décrit un baiser. Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce? Un serment fait d'un peu plus près, une promesse plus précise, un aveu qui veut se confirmer. Un poids rose que l'on met sur lit du verbe aimer, c'est un secret qui prend la bouche pour oreille. Un instant d'infini qui fait le bruit d'abeilles, une communion ayant un goût de fleurs, une façon d'un peu se respirer le cœur et une façon d'un peu se goûter au bord des lèvres l'âme. On parle d'amour, on parle de l'avant, on parle de l'après, on parle de ses excès, de son côté parfois imparfait. N'empêche que l'on en parle comme d'une arme faisant fi du chevalier, car seuls les mots comptent lorsque l'on cherche à aimer. On parle d'amour. Mais à quoi peut-il bien servir l'amour si l'on n'est pas libre de ses actions? Tel Roméo et Juliette, si l'on n'est pas libre, plutôt mourir. Ou alors, il existe une autre solution, celle de parler pour se rebeller contre la domination. La maîtrise de la parole nous permettrait de combattre, non pas pour dominer, mais faire comprendre, faire entendre les revendications, toutes celles qui toutes seules se cachent derrière les contradictions. Parler, c'est aimer, rêver, certes, mais aussi se lever, se relever, refuser de se prosterner devant un silence cachetier. Parler pour tous ceux à qui on a volé la voix, à tous ceux pour qui se défendre n'est pas un droit, mais un accès direct à l'au-delà. Parler, maîtriser l'art et la manière de s'exprimer reviendrait alors à se défaire des imposteurs et des impostures, politiciens, ménates religieuses ou faux religieux, ces imitateurs sophistes qui parlent de tout, d'accord, mais surtout de rien, et qui, l'air de rien, nous suffoquent comme des chiens. Elle est belle, la parole, et qui sont doux les mots que nous voulons entendre, celles qui semblent tendres, mais qui des pièges nous tendent, nous nous tendant la main que pour la repousser toujours plus loin. Alors maîtriser la parole reviendrait à se rebeller, mais à croire, à accroître une soif d'apprendre et de faire apprendre, de comprendre comme l'ont fait tant de gens avant vous, avant moi, avant nous. Et puis, peut-être que se libérer, pour cela, nous n'avons pas forcément besoin de parler. Parfois, le geste peut compter, c'est vrai, comme rester assise à une place de bus. Refuser de se lever, refuser d'abdiquer à des inégalités construites sur des écrans de fumée. Peut-être qu'il suffit de rêver, de tendre la main vers un monde onirique pour qu'il devienne réalité. Alors j'ai fait un rêve. Je vous l'ai dit, j'ai fait un rêve où une devise ne sera plus des paroles en l'air, mais bien ancrée dans la terre. Nous tenons ces vérités comme évidentes, que tous les hommes naissent égaux. J'ai fait un rêve où le monde entier sera transformé en un endroit où les petits garçons et les petites filles noires pourront prendre la main des petits garçons et des petites filles blancs et marcher ensemble comme frères et sœurs. Comme Martin Luther King, peut-être avec moins d'impact, j'ai fait un rêve où tous les hauts rangs, bien heureux et bien en rang, seront relégués au rang d'incompétents. J'ai fait un rêve où tous ceux qui veulent crier au nom de la liberté crieront leur vérité. J'ai fait un rêve où plus personne ne se fera enlever sa voix. Vous vous souvenez des petits enfants au début? À vrai dire, je vous ai menti. Ils étaient 3, c'est vrai. Et ils s'amusaient et ça l'est aussi. Cependant, jamais aucun des 3 ne s'est proclamé dictateur des 2 autres. Non, en fait, rien d'impitoyable dans leur discours. Seulement quelques rires, rien de très méchant.
En effet, si la situation est inventée de toutes pièces, cela n'empêche, c'est une histoire qui se répète. Les adultes se battent pour savoir qui sera meilleur que l'autre. La preuve en est, rien que regarder l'actualité nous suffit à le prouver. Certains se mettent à affirmer n'importe quoi, comme quoi il faudrait diviser pour mieux régner, ou encore taxer pour mieux se venger. Si la parole manipule, si la parole domine, sa seule fonction ne saurait se limiter à cela, car chacun d'entre nous ici le mérite, car chacun ici en a le pouvoir. Alors je ne sais pas si ma parole vous touchera autant que d'autres vous auront touché. À vrai dire, je ne sais même pas si une fois cette porte passée, vous vous souviendrez de ces quelques minutes passées à m'écouter. Mais moi, tout au fond de moi, je le saurais, que la langue et son usage n'a pas pour finalité un aussi mauvais présage que la domination de l'entourage. Je le saurais, et je suppose que vous aussi, que malgré un discours bien rédigé, une préparation acharnée, je n'ai pas cherché à vous dominer, loin de moi cette idée. Je le saurais, et j'espère que vous aussi, que la parole est une arme, comme l'est un pissenlit. Je m'avance ainsi, la fleur au fusil, et je vous souhaite de vous lever contre les inégalités, de déclarer votre flamme à votre bien-aimé, d'apprendre et de faire apprendre, car finalement, la seule chose pour laquelle réellement se battre, c'est ce que l'on croit, à nous de l'exprimer. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, donc le jury va se sortir durant 5 minutes et je remercie déjà Lilou et Pauline. On peut encore les applaudir. Vous allez patienter juste 5 minutes, ça va pas être très long et donc non, je vais pas danser. Donc nous avons une belle démonstration de l'importance des mots, même si parfois ils expriment des mots, c'était une belle démo. Un petit trait d'humour, somme toute, un petit trait d'humour. Donc ouais, on a été impressionnés par la qualité de l'auditoire déjà, et surtout par la qualité de la prestation de nos deux finalistes qui ont été vraiment impressionnants. Voilà. Mais je laisserai le président vous en parler plus en avant. On va d'abord applaudir grandement Héloïse, parce qu'elle a fait 3e, et 3e, c'est quand même super. Merci. Je suis très heureux d'être là, vraiment. Je suis déjà venu et c'est la 2e fois. J'espère qu'il y aura la 3e et 4e fois. Donc, pensez à moi. À un moment donné, dans la réunion du jury, j'ai dit, j'aurais voulu ne pas être président. Parce qu'il faut décider. Il y a 2 personnes remarquables, 2 allocutions, de travaux
Et derrière, l'énergie, la recherche, la réflexion qu'elles ont menée, ces deux belles personnes. Alors c'était très, très, très difficile de vous départager. Vraiment. Parce que il y avait ce monde où ceux qui n'ont pas la parole restent devant la porte, qui nous a interpellés fortement. Mais parce que dire cela, c'est déjà être conscient de la cruauté du monde. Et vous l'avez démontré, franchement. Cet argumentaire est remarquable. Écoutez, c'est déjà cédé. Vous avez appris beaucoup de choses. De l'autre côté, nous avons appris, mais en même temps, nous avons été très sensibles à la poésie, à ce travail sur la métaphore, sur les oxymores. Vous avez osé tout d'un point de vue de l'éloquence. L'éloquence est dans les deux textes. L'argumentaire est très fort, poli. Alors donc, comment faire pour vous départager? Eh bien, c'était difficile, c'était dur, d'autant qu'il fallait vous affronter toutes les deux. Je ne voyais pas vous affronter. Et les autres, mes copains, ils n'en pouvaient pas. Alors, c'était trop dur. Alors, on avait envie de démissionner tous les quatre et partir. Non, c'est pas vrai. Mais enfin, nous avons décidé que le prix sera à toutes les deux. Premier prix, ex aequo, toutes les deux. Sincèrement, le mérite. Et ça démontre quelque chose qu'il y a une grande qualité. Et qu'il faut faire confiance aux jeunes. Il faut faire confiance aux jeunes. Cette année, je vais vous dire, si le texte de Loïse avait été lu aujourd'hui, il est sûr qu'elle serait aussi première ex aequo. Parce qu'il y a du talent. Il y a du talent. Et c'est ça. C'est l'idée.